Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques mois, l'on assiste à un débat presque persistant sur la fin du mandat présidentiel de l'actuel président, donc de la République. Et la date du 5 avril 2021 est évoquée par certaines personnalités politiques de notre pays, notamment celles qui se réclament de l'opposition radicale. Le mandat de Patrice Talon courait jusqu'au 5 avril 2021, sauf qu'une loi modificative de la Constitution du Bénin est intervenue en novembre 2019. Pourquoi ce débat sur le 5 avril 2021 est-il le débat de trop? Voilà entre autres interrogations que nous tenterons d'aborder avec nos invités en plateau. Je voudrais vous présenter le premier. Il annonce Julio Otometi, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir, Mian. Merci pour la disponibilité. C'est moi. François-Xavier Noumon est sur ce plateau chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Romain, oui. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Si tout va bien, Alphonse Moïsoudé nous rejoindra. Julio Tometi, je voudrais quand même vous faire la première question. Sommes-nous dans un pays à polémique ou de polémique ou nous aimons les polémiques? Tous les trois. Nous sommes un pays apolémique, nous sommes un pays de polémique et apparemment nous aimons les polémiques. Parce que au-delà de tout, il faut le dire, ces polémiques-là participent à l'animation du débat public et donc c'est à bon droit que c'est un sujet aussi sensible que la fin du mandat d'un chef de l'État, institution suprême de la République, il y ait ce débat-là. Donc cela participe en fait du débat démocratique et c'est l'actualité ou bien le débat démocratique qui se trouve être enrichi. François-Xavier Noumon, sur la même question, vous trouvez véritablement que nous avons la polémique au Bénin? Oui, sous d'autres yeux, on s'en serait réjoui parce qu'on va dire que ça témoigne de la vitalité du débat démocratique. Mais pourtant, c'est ce que vient de dire. Oui, maintenant, il faut dire chez nous qu'on a une certaine appétence pour des débats vides de sens. On aime... disons, on va dire vous savez, le débat, on peut observer, hein, le débat démocratique, c'est quelque peu, on va dire, liquéfié, c'est personnalisé, c'est pas forcément endurci. Je pense qu'il y a belle lurette et puis peut-être que les sociologues auront beaucoup plus de moyens d'expliquer un peu ce glissement. Les consultants en politique pourront expliquer d'où nous vient comment je vais dire, cette dérive langagière. Donc on est, au lieu de s'asseoir pour faire des débats d'idées, on aime s'arc-bouter sur certains points qui peut-être nous permettront de polariser le débat, mais en définitive on n'en sort avec rien et mieux. On s'engage sur des terrains qui peuvent être dangereux et qui sont d'ailleurs parfois sur certaines questions, et cette question principalement, qui sont potentiellement dangereuses pour le vivre ensemble et la communauté que nous formons. Effectivement, vous parlez de débat et cela m'amène à quand même vous poser la question. Julio Tometi, est-ce un débat technique quand on parle du mandat présidentiel et donc de la fin du mandat présidentiel et on évoque la date du 5 avril donc 2021, est-ce un débat technique ou un débat politique? Ce sont les deux, seulement que le débat politique a pris le pas sur celui technique, sinon c'est prioritairement d'abord un débat technique. Et vous savez, quand nous sommes à dans une période comme la nôtre, à une période électorale, et sur des questions politiques aussi sensibles, la technique, quel que soit le scientifique d'accord qui va se prononcer, on ne manquera pas de trouver une touche politique. Et donc c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, personne aujourd'hui n'est assez crédible, d'accord, scientifiquement ou techniquement, pour aborder le sujet sans être tagué d'être de tel camp ou bien d'être de tel autre. Et aussi dans le débat scientifique, cela existe. Il y a ce qu'on appelle des doctrines. Des gens peuvent être d'une certaine doctrine, d'autres peuvent être dans d'autres. Donc c'est à bon droit que le débat là est court. Mais il faut dire que ce débat s'est complètement déplacé sur le plan politique. Et donc c'est à cela que nous sommes, de sorte que la science n'y trouve plus trop sa place. Tout le monde y va comme il peut. Excusez-moi de le dire, même comme l'a dit le président de la Cour
de la Cour constitutionnelle ivoirienne que même ceux qui n'ont que pour seule qualification que le A de naissance s'invitent dans le débat constitutionnel, dans le débat scientifique technique. Et donc, c'est là que, comment dire, technique et politique ou scientifique et politique se mêlent et ça fait tout un mélange. Et justement, est-ce que ça ne rend pas quand même confus le débat quand on devrait aller à un débat technique et que ça se mélange avec la posture politique? Oui, on ne peut pas reprocher aux gens de faire de la politique. Mais le problème, c'est que quand cette question purement technique a été déjà vidée par les institutions compétentes, vous souvenez des recours qu'il y a eu en la matière, comment on appelle, la civilité démocratique veut que chacun puisse se soumettre à cette décision et aller et pouvoir continuer le débat peut-être sur d'autres points. Maintenant, quand on agite cela comme on le fait en ce cas présentement, comme un chiffon rouge, ça devient pratiquement on va dire sur ce cas précis, un appel à insurrection. Donc simplement parce que là, en se focalisant là-dessus, on contrevient à la loi, on choisit de se mettre en marge de la loi. Et donc pour des personnes, pour le camp qui veut bien participer au débat politique, qui veut bien participer, qui veut bien aller à la conquête du pouvoir, si malgré tout, toute l'architecture politique qui est en place, on décide quand même parce que déjà pour certains ont été disqualifiés de la course à la présidentielle, on s'arc-boute maintenant en définitive sur ce point bien précis, c'est qu'on a d'autres visées autres que celles afférentes à la légalité constitutionnelle dans laquelle nous vivons, et donc on se met en marge de la démocratie que certains aiment bien agiter, certains aiment bien se voir ou bien être vu comme les défenseurs ultimes de notre système, de notre démocratie. Voilà. Julio Tometti, tout de même, quand effectivement il y a quand même beaucoup ou certaines personnes, certaines personnalités qui réclament la démarcation entre la pensée scientifique et donc la posture politique, c'est quand même le cas de notre consultant politique qui s'investit justement pour cela. Mais quand on se réfère donc à la question donc du 5 avril 2021, justement, quand on parle du débat technique, où est en réalité le problème en ce qui concerne cette question du 5 avril 2021? Le problème, d'abord, il faut d'abord exposer, d'accord, la position des partis, des différents partis. L'opposition radicale de notre pays estime que le président de la République actuelle a prêté serment le 6 avril 2016. Et par conséquent, le mandat que le peuple lui a conféré, ça échoua le 5 avril 2021 à 0 heure. Sauf que dans le temps, une révision de la Constitution est intervenue. Révision de la Constitution qui, au terme de son article 157, alinéa 3, d'accord, dit expressément que le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation du serment du président de la République élu en 2021 à 0 heure. Or, le corps électoral a été convoqué pour le 11 avril 2021 en faisant l'aménagement avec les réformes politiques et institutionnelles que nous avons, c'est-à-dire d'abord les élections et les élections communales et législatives en janvier, pour dégager les préalables qui sont indispensables à l'organisation de l'élection présidentielle, c'est-à-dire les questions du parrainage et autres, puisqu'il faut avoir les maires et députés élus, d'accord, avant de satisfaire aux conditions de parrainage. Et donc, il faudra un temps relativement au moins de 3 mois pour l'organisation effective des élections présidentielles à la suite de ces deux élections-là. Et ceci étant, le constituant a réévalué, d'accord, en amenant les élections, le premier tour des élections présidentielles le 11 avril. Le problème, c'est quoi? Il faut se mettre dans la peau de... En fait, quand on dit que le peuple, au regard de l'opposition, le peuple a conféré un pouvoir de 5 ans. Or, vous savez, le peuple agit dans un régime démocratique par deux façons, par deux manières.
par le référent, par la représentation, c'est-à-dire par ses représentants élus à l'Assemblée et par voie de référendum. Or, lors du processus de la révision intervenu en 2019, il y a un processus pour aboutir à la révision. Le problème qui s'est posé en ce moment-là, c'est que est-ce que le pouvoir constituant, c'est-à-dire le Parlement en ce moment-là, avait pouvoir pour légiférer constitutionnellement? La question a été posée à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a répondu en se basant fondamentalement sur les principes du droit qu'en termes de pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir qui l'institution ou l'autorité qui peut toucher à la Constitution, qui peut mettre en place une Constitution, il y a le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant peut être décliné en deux. Nous avons le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire, c'est lorsqu'on a un nouvel État, ou bien lorsque nous aboutissons peut-être à une remise en cause totale de l'ordre établi et que c'est un nouvel ordre que nous régénérons. Nous parlons de la Constitution originaire. La Constitution dérivée, le pouvoir constituant dérivé, c'est le pouvoir constituant de révision. Et en ce moment-là, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? La Cour constitutionnelle a dit que lui, en tant que constitutionnel, ne peut pas remettre en cause le travail du pouvoir constituant, puisque ce n'est que par lui que lui existe. Il n'est pas au-dessus du pouvoir constituant. Et quand il parle de pouvoir constituant, il met sur la table le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé, il dit la seule occasion où il peut remettre en cause le travail du pouvoir, le travail de fond du pouvoir constituant dérivé, c'est de vérifier si les règles de procédure de révision ont été respectées. C'est-à-dire si les règles de forme, puisque la Constitution elle-même qui définit ses propres règles de révision. Il revient à la Cour, comme la Cour de Gabon l'a dit, est-ce que la procédure de révision a été respectée? Si la procédure de révision n'a pas été respectée, ça veut dire qu'il peut remettre en cause ce pouvoir. En fait, ce pouvoir n'a jamais été donc constitué. Mais si, de son analyse, le processus de révision de la Constitution prévu par la Constitution elle-même, la Constitution originaire de 1991, si la procédure a été respectée, au fond, dans le travail de fond du pouvoir constituant, il ne peut rien dire. Parce que chaque institution devrait se tenir dans son couloir. Et donc, c'est là que la Cour a déclaré son incompétence. La Cour a déclaré son incompétence de fouiner au fond, d'accord, de déclarer telle ou telle disposition anticonstitutionnelle. Et donc, à partir de ce moment, le problème devrait être réglé. Parce que, dans une matière, lorsque vous saisissez une juridiction, d'abord, lorsque vous ne croyez pas la juridiction, vous n'avez pas à la saisir. Et c'est une juridiction républicaine. Lorsque vous saisissez la juridiction, vous êtes demandeur, vous êtes dans la juridiction et vous avez échoué. La juridiction ne fait pas droit à vos prétentions. En logique, en principe démocratique, vous devez vous y plier. Parce que tout ce que nous avons, c'est simplement, comme dans toute procédure judiciaire, c'est simplement la réaction d'un justiciable dont la cause n'a pas été favorable devant la juridiction. C'est comme vous allez au tribunal avec quelqu'un, vous n'avez pas droit, on donne droit aux prétentions de l'autre, vous sortez. Qu'est-ce que nous disons généralement? Que le juge n'a pas compris, le juge il est incompétent, le juge il a dû être surdoué. Donc c'est la position normale en fait de tout justiciable d'alimenter la polémique autour lorsque sa cause n'a pas véritablement été entendue. Et donc, mais au-delà de ça, quand nous revenons, puisque nous sommes tous ancrés au principe démocratique, lorsque nous revenons, d'accord, pour l'unité de notre pays, il est indispensable, quels que soient nos ressentiments, de se plier aux règles que la République a établies. Très bien. Je crois que maintenant, il y a eu tout de même un rappel d'un certain nombre de choses. Ça, c'est le technique. Pourtant, nous avons entendu quand même quelques sachants qui ont trouvé justement que ce que nous rappelions, ou ce que rappelait Julio Tometti, n'est pas conforme en réalité à la pratique constitutionnelle. Oui, c'est une position c'est leur position, mais je pense encore une fois, sachant ou pas sachant, parce que en la matière, le droit suit une certaine logique. Ce n'est pas les droits, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas une science exacte, ça suit une certaine logique. Donc, je pense que aussi sachant qu'on puisse être, aussi expérimenté qu'on puisse être, on peut avoir son avis, effectivement, on est dans un domaine technique, on peut avoir son avis, mais encore une fois, nous sommes dans un système qui a ses propres règles, nous sommes dans un système démocratique,
Et c'est un peu comme si vous jouez un match, l'arbitre siffle la fin du match, là vous avez joué les prolongations. Je considère que tout ce qui a eu comme recours sont les prolongations, on veut essayer l'arbitre siffle la fin du match, et vous restez sur le terrain, vous considérez que non, le match doit se poursuivre contre toute logique. Il y a deux choses l'une. Soit on vous laisse sur le terrain, on s'en va, on ferme le terrain, on ferme et vous restez. Et soit peut-être que vous allez attendre l'arbitre dans un coin pour régler vos comptes. Et soit vous dérogez, finalement vous laissez tomber. Je pense que la plupart des sachants ont choisi chacun son angle. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que certains veulent coûte que coûte en découdre avec l'arbitre. Donc, pas forcément l'arbitre, avec les autres joueurs, parce que l'arbitre a déjà donné sa sentence. Et en toute logique, en tout respect de l'ordre constitutionnel et des règles que nous nous sommes librement établis, on doit pouvoir, entre griffes, passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est pas péjoratif de ma bouche, mais la règle veut que, une fois que la Cour constitutionnelle a donné sa sentence, que tous les Béninois, qu'on soit d'accord, qu'on soit pour ou contre, que tout le monde consente à cette décision. S'y conforme. Voilà. Maintenant, toute position en dehors de cette position, encore une fois, je le disais au début, est purement en marge de la légalité. Il y a tout de même, est-ce que en réalité la non-reconnaissance de la révision, puisque justement Julio nous rappelait également qu'il y a entre-temps, puisque Patrice Talon, on a entendu quand même certaines personnes exprimer leur avis par rapport donc à la prestation de serment, c'est-à-dire que Patrice Talon a donc prêté serment sur une constitution et puis justement il voudrait observer donc les dispositions d'une autre constitution, en fait de la constitution révisée. Il trouve quand même que justement qu'on devrait déjà, puisque la constitution elle-même a prévu donc la période transitoire, qu'on devrait déjà respecter le serment qui avait été pris auparavant. L'un n'empêche pas l'autre. Je donne un exemple, on va dire une boutade. Je pense que même ceux qui nous suivent peuvent faire le calcul. Dans l'autre système, quand Patrice Talon a gagné les élections de 2016, entre la proclamation du résultat de la Cour constitutionnelle et sa prestation de serment, qui dirigeait? Est-ce qu'il y a une disposition, voilà, qui dirigeait entre? Parce que une fois que le mandat, on était au sein, une fois que le mandat, si on doit prendre cette même logique, une fois que le mandat du président Yahya Boni était fini constitutionnellement, je pense qu'il y a quelques heures, moins d'un jour, qui sépare si on devait faire le calcul de 5 ans pile poil, il y a quelques heures quand même qui séparent la fin symbolique, si on se remémore de la date de prestation de serment du président Yahya Boni et la cérémonie de prestation de serment du président Talon à Porto-Novo. Qui dirigeait? Est-ce que le pouvoir de Yahya Boni dans cette escarcelle de temps était devenu illégal? Donc je pense que on s'arc-boute sur une question qui est purement symbolique. On veut faire d'une question symbolique, d'une question transitoire, matière à, entre griffes, peut-être que les mots ne sont pas forts, matière à déstabilisation, matière à trouble. Est-ce que le débat ou la question sur le 5 avril 2021 ne découle pas de la non-reconnaissance de la révision de la Constitution? Quand on ne reconnaît pas la Constitution, on ne peut pas faire des recours par rapport à cette même Constitution. Et c'est ça qui pose problème. Si vous ne reconnaissez pas la Constitution, vous n'allez pas faire un recours déjà envers une institution qui a déjà validé cette révision-là. Donc il y a une question de logique. Il y a une question de logique qui trouble un peu, qui jette du discrédit sur cette démarche, qui amène certains leaders politiques à entreprendre, à vouloir inciter les populations à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Donc je pense que
je pense fondamentalement qu'on est là qu'on est au-delà hein, de ce que j'appelle depuis le début les règles les règles démocratiques que nous nous sommes fixées de façon libre. Là, on cherche à torpiller le coup à un système démocratique que nous entretenons depuis des lustres avec des chimères. On essaie de grossir les choses pour pouvoir inciter les populations ou une frange de la population à semer le trouble et le Julio, bordel. automatique, je vous fais la même question. La non-reconnaissance est-ce que pensez-vous que la non-reconnaissance de la révision de la Constitution découle justement sur ce débat du 5 avril 2021? Oui, exactement. La non-reconnaissance de la Constitution, d'abord, comme j'ai mal à le faire, il faut repartir il faut trouver les explications dans le passé. L'ambiance qu'il y a eu autour de la révision de la Constitution. Le seul problème qui se pose actuellement par rapport à ce débat-là, ce sont les élections législatives de 2019. Dont certains pensent, certains disent qu'ils ne reconnaissent pas le Parlement. Parce que je l'ai dit tantôt, la révision est actée au Parlement lorsque les trois quarts sont acquis pour la prise en considération et lorsque les 4/5e sont requis, d'accord, pour la révision proprement dite. Si les 4/5e n'étaient pas requis, on passerait au référendum. Si on était passé au référendum et que, par avoir de référendum, le peuple adoptait la Constitution, qu'est-ce que les détracteurs auraient dit? Or, si on ne pouvait pas passer au référendum, on ne pouvait passer au référendum que lorsque la voie parlementaire n'aurait pas prospéré. Et donc, il n'y avait pas matière à ce fait là. Puisque aujourd'hui, ce que dit l'opposition, c'est que la Constitution n'est pas reconnue parce que le mandat conféré par le peuple, par la voie des élections au président Patrice Talon, c'est 5 ans. Et donc, pour rien au monde, on ne doit aller au-delà. Or, c'est ce même peuple, d'accord, à travers ses représentants au Parlement, qui a voté une nouvelle Constitution, d'accord, et qui a décidé, qui a révisé la Constitution et qui a prolongé de quelques jours en aménageant les différentes institutions pour que cela soit ainsi. Et donc, par rapport à cela, est-ce que l'on est en train de dénier au Parlement pouvoir constituant dérivé qu'il est en ce moment-là, au moment de la révision? Est-ce que l'on est en train de lui dénier son pouvoir? Si c'était le cas, c'est que c'est toute la République qui serait en train de tomber. Parce que, qu'ils vous souviennent, que ces mêmes parlementaires, je ne veux pas faire comme Xavier, ces mêmes parlementaires que les gens ont traité de tous les noms dans ce pays, ces mêmes parlementaires ont été sollicités, d'accord, pour parrainer telle ou telle candidature de ces tenants de l'opposition-là. Et les gens ont même reproché à ceux-là de ne pas leur avoir accordé leur parrainage. Alors, de quoi parle-t-on? C'est ça le problème. Est-ce que, puisque en fait le débat sur l'élection législative de 2019, nous pensons que c'est un débat qui était déjà fermé. La question ne se pose plus. Et donc, les actes de ce Parlement et dans le cadre du processus de révision de la Constitution, ce n'est plus comme je l'ai dit, ce n'est plus en vérité le Parlement, c'est le pouvoir constituant. C'est comme exactement comme la remise en cause, comme ce qui s'est passé en 1990 et qui a abouti aux premières élections en 1991, à la révision de la Constitution et qui a abouti aux premières élections. Parce que le problème, c'est quoi? Comme je l'ai dit tantôt, pour un pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant originaire ne s'arc-boute sur ou bien ne prend en compte aucun dispositif juridique. Le pouvoir constituant s'assoit, décide même elle-même les règles, puisque à la conférence, c'était ça. La conférence s'assoit, décide elle-même des règles de comment il entend faire les choses jusqu'au bout. Le pouvoir constituant dérivé tel que nous l'avons aujourd'hui à travers le Parlement, le pouvoir constituant, pour faire quoi que ce soit, il dit d'où nous venons, quelles sont les dispositions que la Constitution originaire a prévues pour sa révision. Et si on arrive simplement à respecter cette procédure-là, le problème ne devrait pas se poser. Et j'ai l'habitude de dire que par rapport à cette question-là, il n'y a qu'à attendre peut-être un prochain Parlement, ou bien il n'y a qu'à travailler, d'accord, les acteurs ou bien les parlementaires, pour peut-être susciter, ne serait-ce que peut-être encore une nouvelle révision de la Constitution, pour que peut-être qu'en le faisant, les uns et les autres trouveront leur compte. Mais à l'heure actuelle, sur la question du mandat, je pense fondamentalement, comme Xavier l'a dit,
c'est un débat normalement qui devait être dépassé. Et quand nous sommes dans un processus électoral, ça ne peut être que des débats relatifs à l'organisation de l'élection présidentielle que on aura compris seulement que sur la question des élections, les gens n'ont plus de moyens, les gens n'ont plus d'arguments et donc ils sont obligés d'accord de se focaliser sur la question de révision constitutionnelle dont nous avons déjà fermé la page depuis On a quand même observé donc des sorties d'un ancien président de la Cour constitutionnelle, donc d'un universitaire qui entre-temps a bourré également justement le manteau politique. Est-ce que c'est sorti pour vous, puisque quand vous expliquez un peu, vous trouvez que c'est des sorties politiques ou non, je ne juge personne. J'ai commencé par le dire au départ que dans une période aussi sensible comme les élections présidentielles et dans les débats politiques comme les nôtres, il est difficile, d'accord, de faire le pas, et je le dis, je ne me soustrais pas, il est difficile de faire la démarcation entre le politique et le scientifique. Et donc, à un moment donné, tout s'entremêle, quelle que soit votre posture, on vous soupçonne d'être d'un camp ou bien de tel autre. Et vous-même, d'accord, selon les circonstances, selon les temps dans lesquels vous sortez, quand vous sortez, vous servez forcément un côté ou un autre. Et donc, par rapport à ça, nul ne peut se dire aujourd'hui, techniquement, rien que scientifique, sur le débat politique qui a cours. Le dire, c'est de se leurrer, c'est de leurrer les concitoyens. Donc, il faut prendre toutes les voies aujourd'hui qui s'observent comme les voies, peut-être, comme quelqu'un l'a dit, scientifico-politique ou bien politico-scientifique. François Xavier nous sur la question. Non, je pense qu'il faut un peu plus de responsabilité envers du côté du personnel politique dans son ensemble. On a eu, encore une fois, et c'est peut-être, on va dire, anecdotique que ça sorte de la bouche, par exemple, de Bertin Korovi qui le disait récemment, dimanche sur nos plateaux, et le consultant politique Agapit Mafurikan l'a redit, d'autres l'ont redit également. Vous ne pouvez pas, disons, la loi ne se choisit pas à la carte. Vous ne pouvez pas, déjà, comme je le disais, combattre une loi. Vous décidez à vous soumettre à cette loi, même s'ils ne veulent pas le dire, parce que en allant se porter candidat à une élection présidentielle dans le format de la loi tant décriée, c'est que vous donnez caution à cette loi. Vous vous portez candidat sur la foi de cette nouvelle disposition, électorale pour une élection qui est censée se tenir le 11 avril. Et bizarrement, vous arc-boutez ensuite sur la question de la fin du mandat du 5 avril. Ça pourrait être une stratégie politique. Non, on pourrait prendre ça pour une stratégie politique si les conséquences ne sont pas, si les conséquences de cette posture-là ne sont pas potentiellement chrysogènes, ne sont pas potentiellement vecteurs de troubles, ne sont pas potentiellement vecteurs de saccage et de dispositions, on va dire, néfastes à la vie en communauté. Parce qu'encore une fois, et ce n'est pas seulement l'ex-président de la Cour constitutionnelle, l'ex-président de la République, Yahi Boni, avait accouché d'une très grande missive sur sa page Facebook, où il ne disait rien de moins que le 5 avril, il appelait aux forces armées en tant que ex-chef suprême des forces armées. Donc, et beaucoup d'autres personnes aussi sont restées dans cette même disposition. Donc, je pense que en le faisant, ils se mettent clairement en dehors de parce que je pense qu'il faut le dire pour que ceux qui nous suivent le comprennent. Ce n'est pas une histoire de Patrice Talon a fait ci et Tatampillon a fait ça. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans des dispositions comment on va dire, constitutionnelles claires. Le Bénin n'est pas un état de non-droit. Les tests sont clairs. On est allé au devant d'une élection présidentielle pour le 11 avril. Tous ceux qui se sont présentés pour cette élection présidentielle, quel puisse avoir été le sort de leur candidature, s'ils sont allés
sur la foi de ces élections-là le 11 avril, sauf une personne. Galiou Soglo. Pour lui, on peut dire qu'il a été logique jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir lui rendre justice sur ce point. Pour lui, il a été logique. Il ne reconnaît pas cette loi, donc il a agi en conséquence. Pour tous les autres, on est allé sur la foi de cette disposition que beaucoup d'entre eux avaient décriée. Donc, je pense que ce n'est pas raisonnable, c'est tout sauf raisonnable. Et je pense même que c'est prendre un peu les citoyens, les populations pour des billes qu'on peut jouer dans tous les sens, qu'après avoir cette portée candidat pour une date précise, avoir échoué et de se dire maintenant, écoutez, voilà, le 5 avril pose problème, mobilisez-vous pour que, voilà... Est-ce que vous y voyez une mauvaise foi? Non, je pense que ça, c'est au-delà de la mauvaise foi. C'est une question d'irresponsabilité. Parce qu'il faut toujours voir la finalité. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de mettre des hommes et des femmes dans la rue pour pouvoir... On a eu l'actualité si prête. On a eu aujourd'hui une personnalité politique, en la personne de Commune Coutier, qui ne dit rien de moins que cela. Donc, c'est encore pire que la mauvaise foi. Parce que les finalités sont potentiellement, encore une fois, je le disais tout à l'heure, chrysogènes pour notre pays. Parce que ces personnalités-là, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ont un écho à ce qu'ils disent, en tout cas, sur une frange de la population, et ceux-là pourraient tenter de dire écoutez, notre leader a dit si, effectivement c'est vrai, Patrice Talon a prêté serment telle date, donc légitimement il n'est plus président, ainsi de suite, et on rentre dans un cercle qui potentiellement pourrait amener des troubles. Voilà, donc c'est pour moi, c'est au-delà même de la mauvaise foi, c'est une sorte d'irresponsabilité. On veut mettre simplement le feu, comme d'habitude, dans un brasier et s'en extirper à bon compte, pourvu que la situation tourne en notre faveur. Il y a quand même des illustrations. Le Bénin a connu quand même un certain nombre d'événements, comme le rappelait justement notre consultant politique hier, par exemple. Il rappelait le Haut Conseil donc, de la République, qui avait mandat d'1 an, mais qui s'est retrouvé à 3 ans, parce que, alors que les tests prévoyaient 1 an, justement. Et nous avons connu avec le président Soglo des décalages, le président Kérékou des décalages. Et donc, ces ajustements que nous connaissons, il n'y a rien de nouveau alors. Comme certains aiment le dire, c'est vrai que si on va rester dans un sens stricto sensu, en se fiant au test, les mandats restent les mandats, d'accord? Même une journée en plus, c'est que l'on est en quelque sorte dans une sorte d'illégibilité, d'illégalité ou d'éligibilité. Donc, sur cette question, le problème ne se pose pas. Parce que là où nous sommes, en fait, ce n'est pas que nous sommes au travers des tests. Nous sommes dans les tests de la République. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la Constitution, quelle est la loi constitutionnelle en vigueur aujourd'hui au Bénin? Ce n'est pas la Constitution du 11 décembre 1990 dans son état originel. C'est la Constitution du 11 décembre complète, révisée, mise à jour par la loi 2019-07-40 du 7 novembre 2019. Et donc, quelle est la Constitution, quelle est la loi constitutionnelle aujourd'hui en vigueur? C'est cette loi-là. Et qu'est-ce que la loi dit par rapport au mandat présidentiel? La loi dit que le mandat présidentiel va jusqu'à la veille, d'accord, de la prestation de serment du nouveau président de la République qui sera élu au terme des élections qui démarrent le 11, dont le premier tour est pour le 11 avril 2021. Donc, nous sommes exactement dans les tests. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est si on s'arboure sur cette question de délai, c'est parce que les uns et les autres, d'accord, j'ai l'habitude de dire, en rappelant un peu le passé, qu'on a peut-être échoué sur toute la ligne et qu'on a une seule branche, la dernière branche sur laquelle on s'arboute. On a échoué pour les élections présidentielles de 2016, d'accord. On a échoué dans les réformes du système partisan parce que à un moment donné, on se disait que lorsqu'on fera un peu de bruit, les gens ne pourront pas aller au bout des réformes. On a échoué pour les élections législatives dont on n'a pas pu participer. Les élections communales, ceux qui ont pu, à un moment donné, sembler se mettre un peu au pas, ont pu, comment dire, racheter ou bien se racheter quelque peu. Nous sommes aux élections présidentielles. Dans toute la procédure, dans tout le processus de la voie judiciaire,
on a échoué partout. On a fait les recours de toutes les manières que ce soit, depuis la révision de la Constitution jusqu'à la dernière décision de la Cour constitutionnelle, jusqu'à la publication de la liste définitive des candidats. On a fait des recours, ça n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche juste un élément sur lequel on peut s'agoter, espérant que peut-être c'est ce seul élément, bien sûr, ce dernier élément qui permettra de porter la voix, qui permettra peut-être dans une certaine illusion la remise en cause de tout l'ordre établi pour donner peut-être une nouvelle légitimité à une certaine catégorie de la classe politique. Je pense que cette vision de la chose, pour ceux qui, parce que agissant aujourd'hui, prennent comme argument de fond la démocratie. Or, la démocratie a ses règles. La démocratie, ce n'est pas dans la rue. Lorsque nous sommes dans la rue, nous ne sommes plus en démocratie. Je l'ai dit tantôt en rappelant que le peuple, les voies d'expression du peuple, lorsque vous voulez amener le peuple à s'exprimer, amenez-le à aller aux élections législatives, présidentielles, à toutes les élections. Lorsqu'il y a un référendum, susciter le peuple, sensibiliser le peuple à aller faire leur choix au cours d'un référendum. À part ça, donc l'expression du peuple, c'est dans les urnes de manière générale. L'expression du peuple n'est pas dans la rue. Et donc, lorsque nous sommes dans la rue, c'est que nous sommes dans une remise en cause de l'ordre établi. Et ce n'est bon pour personne. Ce n'est même pas bon pour les gouvernants, ni pour ceux qui suscitent la rue aujourd'hui, parce que lorsqu'on dit la rue, on ne sait jamais où, lorsque ça va finir, ou bien quand les relents que cela peut avoir. Donc, moi, je suggère que, comme nous l'avons toujours l'habitude de le faire depuis 1990, que nous restons dans les principes démocratiques, que nous restons dans le droit politique. Ça peut avoir tous les sens, mais n'appelons pas à investir la rue. En tout cas, vous parliez justement de cet appel de l'ancien ministre Kwame Kouché, puisque à ce propos, en ce qui concerne le 5 avril 2021, il a justement déclaré, affirmé très clairement que le mandat, que les citoyens devraient donc, à partir de minuit, donc siffler la fin du mandat et tout cela. Un ancien ministre de la République quand même, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aura des exigences de la démocratie, comme vous insistiez, pour lancer cet appel? Non, on ne peut pas dire qu'il soit ignorant de la réalité constitutionnelle en cours dans notre pays, mais il a fait un choix. Comme je vais encore le dire, il a fait un choix. Il a fait le choix de se mettre en marge de la légalité constitutionnelle. Et ce faisant, de se rendre, il a choisi, quand bien même il essaye de se rattraper en disant voilà, manifestation pacifique, ainsi de suite, il a fait le choix de potentiellement de se mettre, d'être le parrain d'une insurrection. On ne peut pas le dire autrement. Quand on forme des dessins contraires aux lois qui régissent le vivre ensemble, c'est qu'on a d'autres dessins que la paix. Et donc je pense que en politique, quelqu'un l'a dit, tout est une affaire de timing. C'est tout à fait du timing. On est le 5 avril et par l'œuvre, la magie du Saint-Esprit, bon, on est un lundi de Pâques, on a cette mission. Le Saint-Esprit, c'est pour la Pentecôte. C'est pour la Pentecôte. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. On a cet appel qui tombe par hasard ce 5 avril. Le ministre Kwame Kouché n'est pas un ignorant de ce qui se passe. C'est une posture politique. Mais il faut se rendre bien compte que c'est une posture politique dangereuse et qui aura forcément des conséquences. Simplement parce que les gouvernants ont assez averti, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ont assez averti que tous ceux qui se mettraient en dehors de l'ordre républicain en subiront les conséquences. Après, il ne faudrait pas se plaindre de ce que la loi soit répressive, de se plaindre des conséquences, parce que c'est un glissement dangereux. C'est un glissement dangereux, encore une fois, pour le vivre ensemble, mais c'est une posture politique. On peut aussi l'analyser sous un autre prisme. Comme Julio le disait, c'est la dernière bouée. C'est la dernière bouée qu'on jette pour essayer de sauver un peu la face, parce que tout ce qu'on a eu comme stratégie, manifestement, a échoué. Maintenant, ce qui est préoccupant, c'est que cette stratégie, ce stratagème-là,
est assez dangereux parce que ça pourrait entraîner quelques esprits faibles à entreprendre, à prendre des initiatives qui potentiellement peuvent être comme funestes pour eux-mêmes. Donc c'est quelque chose d'étonnant, pour des hommes politiques qui ont pour habitude de prôner la paix, ainsi de suite, de se lancer dans ce type d'entreprise alors que nous allons aux élections dans moins d'une semaine. Comment analysez-vous justement ce message, certainement vous avez suivi? Oui, nous avons tous suivi le message de l'ex-ministre d'État. Je veux le l'ex-ministre d'État Komi Koutié, qui dans une certaine posture, quelque peu, je ne vais pas l'analyser, nous l'avons vu dans les visuels, appelait le peuple à se soulever, à aller arracher le pouvoir qu'on a conféré à Patrice Talon le 6 avril 2016, sous le prétexte que ce mandat finit le 5 avril 2021. Il n'y a pas autre analyse à faire que la posture de tout opposant, d'accord, comme je l'ai dit tantôt, ou de tout justiciable qui manifestement n'a plus la faveur des tests et donc par rapport à ça, il ne peut appeler qu'à aller dans une sorte d'illégalité ou bien appeler quelque peu à la désobéissance civile d'une certaine manière. Mais le problème, ce qui est intéressant dans ce débat-là, dans cette question, c'est que bon, nous ne pensons pas trop, d'accord, que cet appel aura essentiellement d'écho. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement où les uns et les autres sont vraiment épris de paix. Les uns et les autres sont épris de paix. Secondo, l'homme politique comme un Koutié qui appelait au soulèvement de cette manière n'est pas sur le territoire parce que pour que ces éléments-là puissent véritablement fonctionner, il faut qu'il y ait un leadership autour. Il faut que les gens voient celui qui fait l'appel devant pour l'y accompagner quelque sorte. Parce que après, nous avons vu quelque peu les commentaires sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et nous pouvons déjà analyser d'une manière générale quelle est la posture, d'accord, quelle est la réceptivité en fait que cet appel a eu au sein de la masse. Donc je voudrais me rassurer et que comme quelqu'un l'a dit, un acteur l'a dit, rien ne se passera. En fait, vous rassurez ou vous rassurez je me rassure. Je ne dois pas parler au nom du peuple, je me rassure au regard de ce que j'ai entendu, au regard de ce que j'ai lu de ci, de là, que rien ne se passera. D'accord? C'est comme on l'a toujours fait, comme ils l'ont toujours fait. C'est un appel de plus, d'accord, qui quelques jours va s'estomper dans la fièvre électorale que nous sommes en train de traverser. Est-ce que le débat sur la question du 5 avril s'estompe peu à peu ou carrément après, donc 0 heure, ça va, on pourrait, ou tout comme Julio, vous trouvez que ça ne trouvera pas d'écho justement? Mais en réalité, si nous regardons très bien, il n'y a pas de débat. Nous avons quelques acteurs qui s'arc-boutent sur cette question, mais il n'y a pas de débat. Il y a, parce que pour le commun des Béninois, on va aux élections le 11 avril. Donc, pour les quelques leaders qui... on aurait espéré que, voilà, depuis 1 mois ou 2 mois, que, voilà, que beaucoup aient pu entendre raison et se seraient retenus de faire ces appels incessants. Julio est assez gentil en parlant de désobéissance civile, mais sinon cet appel non, écoutez, quand on dit et je me réfère toujours au test de l'ex-président de la République, Yahi Boni, qui ne dit rien d'autre que ce que Komi Koutié a repris ce soir. Exactement. J'ai ça devant mes yeux. Le prochain président démocratiquement élu devra prêter serment le 6 avril 2021 à Porto-Novo devant le peuple qu'il aura librement choisi. En d'autres termes, le mandat du président Patrice Talon prend bel et bien fin le 5 avril 2021
à 0h00 minutes 0 secondes, conformément à son serment le 6 avril 2016 devant les 7 salles de la Cour constitutionnelle et conformément à notre constitution de 1990. Il faut rappeler que le président Yahya Boni est bien président d'honneur des démocrates, un parti qui allait présenter des candidats sur la foi de la constitution révisée du 17 novembre 2019. Donc on ne peut pas dire que le président Yahya Boni soit ignorant de ce qu'il fait. C'est une stratégie dangereuse, encore une fois. Je l'ai dit plusieurs fois, nous prenons tous la paix. Mais encore une fois, il faut que le personnel politique, disons, s'arme d'une certaine forme de responsabilité. Parce que cette légèreté à traiter ces questions, moi je ne prends pas ça aussi disons, avec légèreté, parce que quand même c'est dit d'un ton martial. Et c'est un appel qui est lancé, c'est un appel qui est martelé pour dire, écoutez, à partir du 5 avril à 0h, donc dans moins d'une heure, ce pouvoir n'est plus légitime. Donc, et on a vu comment des esprits peuvent être manipulés par ça. Donc, quand bien même le pouvoir a assez averti. Donc, moi, je voudrais pointer du doigt cette irresponsabilité de certaines personnalités qui jouent à je ne dirais pas simplement à se faire peur, parce que, comme je le dis, les Béninois dans leur ensemble ne sont pas dupes de ce qui se joue. Mais encore une fois, mais vous savez, ces appels pourraient quand même semer justement en 2019, en novembre 2019, c'est pas la majorité des Béninois qui sont allés casser les biens publics, ainsi de suite. C'est un groupuscule qui est rentré dans la rue et qui a essayé, au nom du peuple, qui a essayé entre griffes, pardonnez-moi l'expression, de foutre le bordel. Donc encore une fois, c'est une affaire de responsabilité. Et pour des personnalités qui ont assumé des fonctions au plus haut niveau de la République, se lancer dans de tels projets, c'est assez regrettable. Mais, encore une fois, on pourra compter sur la lucidité des uns et des autres. Les Béninois ne sont pas du tout dupes. Voilà. La responsabilité quand même de l'État face à ces appels, parce que ça pourrait susciter dans le cœur de certains une certaine panique. Nous sommes aussi en période électorale, une période sensible, et tout ça, ça pourrait quand même, le message pourrait être confus au niveau de la population. L'État fait quoi concrètement? Vous savez, l'État, par ses organes policiers, par les institutions policières et judiciaires, depuis quelques semaines, a déjà communiqué suffisamment autour. Et a donné, je pense, c'est vrai, c'est une posture quelque peu ambiguë. D'accord, le président Patrice Talon, dans ses envolées électorales, dans sa campagne, l'a dit plusieurs fois, en rassurant, d'accord, son peuple de ce que les garanties nécessaires, les éléments de garantie nécessaires sont mis à disposition pour assurer la sécurité et la tranquillité des paisibles populations. Et donc, par rapport à cela, toute personne qui se mettrait, en fait, il le dit comme ça, en fait, si on le lit autrement, il dit toute personne qui se mettrait au travers des lois de la République pour perpétrer ou bien pour commettre des actes de vandalisme seront seuls responsables de leurs actes. Le seul élément la seule assurance que le gouvernement pourrait donner ou les équipes pourraient donner, c'est la garantie de la sécurité et de la tranquillité pour les populations. Ce que je peux dire par rapport à ça, l'autre chose par rapport aux appels rapidement pour compléter ce que Xavier a dit, c'est quand même curieux parce que vous savez, dans certains pays, quand ces choses se passent comme ça, quand on appelle au soulèvement, mais dans des moments aussi critiques que cela, les gens appellent au soulèvement, les gens appellent à la fin du mandat, mais ne proposent rien. Et moi, je me suis posé la question de savoir, bon... C'est-à-dire que vous auriez souhaité qu'on dise, voilà, fin du mandat, nous proposons telle personne pour être président? Non, pas telle personne. C'est-à-dire quoi?
Le calendrier électoral, en fait c'est ça en fait le problème. Le calendrier électoral, le décret portant convocation du corps électoral a été pris en décembre 2020. D'accord? Donc depuis 5 mois environ. Et nous savions tous que nous irons aux élections le 11 avril. D'accord? Et le débat courait depuis, d'accord, que 5 ans c'est 5 ans. Et que par rapport à ça, jusque-là, personne n'a pu faire une proposition, ne serait-ce que de réadaptation du calendrier électoral pour dire au moins nous avons fait une proposition qui permette, d'accord, de faire les élections, c'est-à-dire pour démontrer de faire les élections à la date peut-être éventuellement en mars comme il en a été pour que la passation du service ait lieu effectivement le 6 avril. La proposition n'a pas été faite. C'est-à-dire quoi? On dit ça ne sera jamais ainsi et on s'en arrête là. Là où, en réalité, même si on faisait la proposition, est-ce que c'est favorable au test? Parce que vous savez que dans la Constitution révisée, c'est bien clairement dit que les élections et donc la tenue de la présidentielle, c'est pour telle date et donc et également la prestation de serment, c'est pour mai. Sur la base des propositions éclairées, en mettant tous les arguments sur la place publique, d'accord, le peuple aurait été suffisamment situé par rapport à la pertinence, d'accord, des propositions ou bien de cet argument de ce que le mandat présidentiel de M. Patrice Talon finit le 5 avril. Deuxième élément que je voudrais ajouter par rapport à ça, vous savez, nous sommes dans un contexte où, comme certaines personnes, elles me disent que c'est complètement un faux débat, d'accord. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, que en matière législative, les délais sont les délais, d'accord. Mais dans un processus de réforme, dans un environnement régional, sous-régional, où se pose la question des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième mandat, d'accord, que... non, je dis dans un environnement sous-régional. Au Tchad, on va peut-être au sixième. Le cadre. Et je me dis, les gens doivent nous rayonner, d'accord, au-delà de nos frontières. Quand le Béninois parle d'un mandat qui a 40 jours, 43 jours, 45 jours, je pense, excusez-moi, que les Camerounais, par exemple, nous rayonnent. C'est un débat lunaire. Ceux-là ne sont pas sérieux. Je parie, je parie un peu. Je ne le dis pas pour leur jeter l'opprobre, mais c'est un peu ça. Nous sommes dans un contexte généralement où nous savons que ce qui a été, les réformes qui ont été entreprises, ce n'est pas qu'on est resté là, on a décidé de rééchelonner le mandat. C'est par rapport à un certain nombre d'ajustements, par rapport aux élections, pour pouvoir tenir des élections générales dans un délai donné, d'accord, que la chose a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, je suis sûr que les uns et les autres ont compris la chose. Ils ont compris, mais seulement, nous sommes en politique et les arguments politiques, il faut les chercher un peu partout, quel que soit ce que cela peut impliquer. Justement, vous parlez d'arguments politiques. Certains observateurs quand même lisent, vous avez suivi un peu l'actualité avec la sortie, la déclaration donc du juge qui a démissionné de la Criette, qui estime qu'il n'y a pas indépendance donc de la justice. Certains observateurs quand même lisent le mandat, en fait la question sur le mandat, la fin du mandat, avec tout ça, en fait la déclaration. Vous également, est-ce que vous voyez tout ça dans un environnement ou dans une synchronisation musicale? Synchronisation musicale. En fait. Oui, bon, je voudrais bien avant cette question faire remarquer quelque chose. Depuis 5 mois ou 7 mois dont on parle, où certains agitent cette question, personne ne s'est plaint par exemple que en 2023 et 2026, que les députés qui seront élus en 2023, je crois, feront... En fait, les députés actuels, oui. Ils vont pouvoir quand même finir en 2023. En 2023, mais en 2023 et 2026. En fait, 2023 plutôt. Oui, de 2023 à 2026, il y aura 3 ans. Il y aura 3 ans. L'argument, personne ne se... Non, on ne peut pas se plaindre parce que l'argument, c'est que le peuple allant aux élections législatives sait qu'ils vont aux élections pour conférer 3 ans de mandat
aux parlementaires qui seront élus. En fait, c'est ça l'argument de l'opposition. Je dis, le peuple en allant aux urnes en 2016 était allé pour conférer 5 ans, jour pour jour, de mandat à M. Patrice Talon, et que par rapport à ça, rien au monde ne peut rallonger ce mandat, ne serait-ce que d'un jour. Pour moi, le problème ne se pose pas là. Parce que je voulais le préciser. Vous savez, dans ce pays, je dis moi, nous avons élu par exemple des conseils communaux, des conseillers locaux, c'est-à-dire nos conseillers locaux avec le... vous voulez parler des chefs quartiers, les chefs quartiers, les chefs de village. À qui nous avons conféré 5 ans de mandat. Aujourd'hui, ils sont dans la 7e année. Ça ne dit rien à personne. En fait, je voulais venir ça n'a jamais rien dit à point. personne. Il y a eu dans ce pays... c'est inférieur. Pardon? C'est inférieur. C'est un mandat. C'est un mandat. Ils ont un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, ils sont dans la 7e année. Parce que lorsqu'on a fait les réformes, on n'a pas légiféré, d'accord, sur l'élection. Quand vous lisez le code électoral, il n'y a pas une disposition pour les élections locales. Et donc, le code électoral l'a renvoyé à une loi ultérieure qui jusque-là n'a pas été prise. Ça ne dit rien à personne parce que peut-être c'est les élections locales. Comme si le développement ne dépend pas de là aussi. Le deuxième élément, c'est qu'il est arrivé dans ce pays que par rapport à des ajustements institutionnels, on a eu du retard dans l'organisation des élections communales. Et que des maires ont fait plus du mandat que les concitoyens leur ont accordé. Le problème ne s'était pas posé parce que nous étions peut-être dans un monde, dans un environnement tout à fait normal et aujourd'hui tout est quelque peu anormal parce que peut-être il s'agit de la présidentielle. Ce que je voudrais dire par là, c'est que dans une république, que ce soit l'élection du plus petit dans une salle de classe que l'élection du président de la République, les mêmes principes doivent pouvoir être respectés. Quand je parle de principe, quel que soit dans la contradiction, on doit être constant dans le principe. Si on reproche dans telle élection, ou bien on revendique le respect de tel principe dans telle élection, on doit pouvoir le revendiquer pour tous les autres. Il n'y a pas à dire que tel est plus important que tel autre. Donc je voudrais prendre, puisque nous sommes encore dans le cas actuel des conseillers locaux, à qui nous avons donné un mandat de 5 ans et qui sont dans leur 7e année. Et la République ne s'est pas portée autant mal. Oui, François Xavier, bon, c'est vrai qu'il a... oui, il a vidé la question. Ce que je voulais mettre, ce que je voulais faire... Pas vider la question, je voulais dire, il a quand même pris le temps. Le temps. Non, ce que je voulais dire par rapport à cette question, parce que j'en venais justement aussi à la base, c'est que tout ce qui se fera jusqu'aux élections en 2026, les 45 jours dont on parle ne sont que la conséquence de ces différents ajustements qu'on a eu à consentir pour arriver aux élections générales, ce qui était aussi, qu'on le veuille ou non, pas une revendication, mais voilà, que beaucoup d'acteurs politiques souhaitaient quand même pour faire des économies, pour qu'on cesse d'aller aux élections, disons, tous les ans, ainsi de suite. Je pense que c'était un souhait d'une majorité de la classe politique. Donc les gens qui nous suivent doivent comprendre que ce dont on parle aujourd'hui n'est que la conséquence de tous ces différents ajustements consentis lors de la réforme constitutionnelle de novembre 2019. Revenons maintenant à ma question. Moi, je voudrais... Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est vrai qu'on pourrait s'étonner du timing. C'est-à-dire que ce matin, on a eu quand même la demi-surprise parce que c'était annoncé, on a pu le voir un peu partout sur les réseaux déjà hier soir qu'on aurait un événement surprenant. Tout le monde s'est réveillé aujourd'hui. Voilà, un juge de la Criette aurait déclaré puisque c'est avéré sur RFI qu'il aurait subi, que la Criette subissait des pressions de la chancellerie. Il est quand même, et puis bon, dans la même journée, on a cet appel de Kwame Koudjé. Effectivement, on peut s'étonner de ce que le hasard fasse bien les choses. Mais ce que moi je voudrais quand même dissocier ces deux événements, malgré tout. C'est quand même étonnant qu'un juge, la question que je me pose, c'est à quel moment il s'est rendu compte que
c'était la pression était trop forte et qu'il fallait qu'il sorte de là. Je pense quand même que cette déclaration ces déclarations, ça le regarde au premier plan. On a eu la réponse du ministre de la Justice parce que c'est la chancellerie qui a été indexée. Sa réponse a été claire, limpide et précise. Il se décharge, il ne le connaît même pas, il se décharge de toute interférence. Mais je pense que forcément, nous sommes dans un débat, dans un combat politique et l'institution judiciaire n'est pas à l'abri de ces interférences, de ces coups portés à son architecture. Donc, pour moi, véritablement, pour vous dire le fond de ma pensée, pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. À la limite, ce qu'on a eu ce soir, cet après-midi, en tout cas, ce qui a fleuri sur les réseaux sociaux, cet appel de Komi Koutié, pour moi, a plus de matière pas inquiétude, mais à s'interroger. Très bien. Oui, je l'ai automatique sur la question. Sur la démission du magistrat Batamoussi et Soué, voilà. Vous savez, c'est pas la première fois que c'est un non-événement d'abord pour ma part. Vous trouvez également? Oui, c'est un non-événement. C'est un magistrat quand même qui est au niveau de la chambre des libertés de la détention. Oui, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai écrit, les gens ne m'ont pas compris. Et je le réitère, c'est un événement pour deux choses. Vous savez, ce n'est pas la première fois où nous avons connu de démission de magistrats. Nous avons eu des démissions tous les jours. Et ce que je dis par rapport à ça, deuxième élément, vous savez, le magistrat est à la criette depuis 2018. Depuis 2018. Il a été nommé à la criette depuis 2018. Ça fait 3 ans. Est-ce à dire qu'il recevait depuis 3 ans les pressions et que c'est dans le cadre de ce dossier-là, notamment l'affaire Madougou, qui a été la goutte d'eau de trop, ou bien c'est ça qui a fait réveiller en lui un certain patriotisme ou a aiguisé maintenant sa morale, ça me pose des problèmes. Il n'est pas tard pour pouvoir prendre conscience. Oui, j'ai l'habitude de dire. Donc, ça nous renvoie à cette question essentielle. Combien de citoyens peut-être innocents, d'accord, a-t-il envoyé peut-être en détention depuis ce temps-là? Est-ce que ceux-là n'ont pas le même mérite aujourd'hui que l'affaire en cours, puisque en tant que citoyens, nous devons être jugés et appréciés au même degré. L'un ne vaut pas plus que l'autre. Est-ce que Madougou vaut, excusez-moi, plus que les justiciables qu'il a eus depuis ces 3 dernières années? Deuxième élément, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que l'indépendance et l'impartialité du juge, seul lui-même en assure le respect d'abord. Au-delà de la Constitution et des textes, c'est lui qui assure. Une fois que vous avez accepté de vous compromettre une première fois, d'accord, vous n'êtes plus dédouané quand vous êtes sollicité après. Et quand bien même vous le dénoncez après, vous n'êtes plus crédible pour le dire. J'aurais souhaité, d'accord, que 2 choses. Première chose, que le magistrat, peut-être à sa prise de fonction, à son premier dossier, d'accord, on lui intime l'ordre de faire telle ou telle chose et que sur cette base, il monte au créneau, il démissionne, on l'aurait pris au sérieux. Deuxième chose, sur la matière dont il est question, on aurait, puisque je l'ai rappelé tantôt, on a eu un juge dans ce pays qui a démissionné. Mais avant de démissionner, qu'est-ce que le juge a fait? Il a rendu sa décision, quelle que soit la pression, d'accord, qu'il recevait de l'exécutif en ce moment-là. Il a rendu la décision est rendue publique avant que lui-même ne prenne le large, parce qu'en ce moment-là, il n'a même pas démissionné, il craignait pour sa sécurité. Oui. Et donc, ce n'est pas une première. Et cette manière de faire, je pense que si c'est une stratégie, ça a été quelque peu mal pensé. Si ce n'est pas une stratégie et que peut-être ce n'est que peut-être comme on peut l'entendre, elle a été prise du coup par un certain nombre de remords par rapport à sa profession, à sa déontologie. Je dis la manière est un peu critiquable parce que le faisant ainsi, on ne peut pas voir ça comme une décision purement personnelle et éclairée. Avec le moment, d'accord, il y a après ça, nous sommes en plein processus électoral. Nous avons un justiciable qui est aujourd'hui en détention. Et ce n'est pas le lendemain. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas le lendemain de la mise
en détention de l'intérieur. Si c'était le lendemain, on aurait encore compris. Ça veut dire que pour moi, ça veut dire que, en tout temps, même si, quelquefois, parce que moi je le dis, hein, excusez-moi, qui ici n'a pas une fois sollicité les services quand il a un problème peut-être à la police ou bien au tribunal, vous connaissez un tel magistrat, un tel juge, un tel policier, un tel commissaire. Bon, nous avons dépassé ça quand même. Nous avons dépassé ça. Non. En fait, c'est dans notre... Moi, je dis, c'est pourquoi je le dis, en fait, pour dédouaner, les autorités policières et judiciaires. C'est-à-dire, nous sommes d'accord chaque fois quand cela nous arrange. Mais lorsque nous avons le réveil, c'est à ce moment-là que nous trouvons que les magistrats, les policiers, ils sont les plus corrompus au monde. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé au magistrat, mais je dis, la manière dont il a procédé, laisse à croire qu'il y a des mains, qu'il y a, comme on l'a dit dans un passé récent, qu'il y a un certain nombre de télécommandes sous la houlette duquel il a pu fonctionner. Cette décision, ou bien cette manière de faire, n'est pas totalement éclairée et elle n'est pas totalement de l'initiative de l'individu. Très bien. La question sur le 5 avril 2021, pour vous, c'est un débat de trop? Je pense qu'au-delà d'un débat de trop, pour moi, effectivement, c'est un débat de trop, mais c'est symptomatique de quelque chose. C'est symptomatique de ce qu'on pourrait appeler le jusqu'au boutisme. Le jusqu'au boutisme de certaines personnalités politiques qui veulent le pouvoir à tout prix. Et ça peut faire sourire parfois. Ce à quoi ça me renvoie, c'est quand ça nous est tous arrivé. Hein, on a pu le voir quand on était enfant, on jouait à un jeu. Et quand on voit que tout cela nous échappe, on fout le bordel. On fout le bordel dans le jeu. Si c'est pour un match de foot, on peut enlever le goal ou on frappe la balle quelque part et pour tout remettre à zéro. Ça se termine à que le. Là, tout se termine à zéro et tout est annulé. Je pense que c'est dans cette démarche. Je pense que beaucoup s'imaginent mettre un coup de canif dans le processus, remettre les compteurs à zéro pour pouvoir avoir sa chance de peser dans le débat et donc d'avoir le pouvoir à tout prix. Je pense que c'est la stratégie qui est mise en branle depuis. Mais effectivement, c'est pourquoi j'insistais depuis le début de cette émission sur l'impératif de la responsabilité du personnel politique dans son ensemble. Je pense que c'est une stratégie funeste, c'est une stratégie qui n'a pas de lendemain, mais entre-temps, ça pourrait avoir de sérieuses conséquences pour le vivre ensemble. Et après, il ne faudrait pas venir dire, s'en prendre à nous-mêmes pour dire, ah oui, voilà, le pouvoir est répressif, le pouvoir traiter les gouvernants de tous les noms. Parce que on a cette habitude presque pavlovienne de toujours rejeter la faute, nos propres travers sur l'autre. Ça, c'est profondément en griffe. Je ne voudrais pas faire ma sociologie de comptoir. On va dire, c'est en griffe, c'est très béninois de le faire ainsi. Donc, pour moi, c'est une question, c'est un débat de trop, mais c'est symptomatique quand même de quelque chose, de cet attachement, disons presque viscéral de ce jusqu'au boutisme qui est potentiellement défavorable à la paix sociale. Très bien. Un débat de trop pour vous aussi? Non, pas fondamentalement un débat de trop. C'est tant que ça nourrit l'actualité politique, c'est bien parce que vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas matière. Hein. C'est le débat qui retient les attentions maintenant, et surtout que nous sommes dans un processus électoral. Donc, par rapport à ça, je dis, bon, même quand c'est de trop, c'est un élément fondamental qui permet aujourd'hui de faire le débat. Donc, un débat politique ne saurait jamais être de trop. Mais il faut que cela soit fait dans les règles de l'art, que ça reste un débat politique et que ça ne transgresse pas comme nous sommes en train de l'entendre dans les rues, que ça n'appelle pas à une sorte d'escalade.
Très bien. Merci à vous, Julio Tometti, juriste. Merci à vous, François-Xavier, mon chroniqueur. Notre troisième invité n'a pas pu honorer, certainement, à d'autres occasions. Il nous retrouverait. Chers amis téléspectateurs, donc merci d'avoir suivi cette discussion. Ces échanges avec nos invités en plateau, c'est une tranche spéciale que nous vous proposons, voilà, sur E-Télé. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée sur nos antennes et surtout, prenez soin de vous.